toute la journée pour les présentations, mais c'est ça, je dois filer. Après, j'ai un conseil municipal que je préside, donc ils vont attendre après moi pour le commencer. Mais je suis vraiment contente d'être là. Il y a plusieurs experts là, dans la salle sur le logement, donc moi, je ne suis pas là comme experte, mais j'ai participé l'année dernière à une mission à Vienne, donc en octobre 2023, où on est allé avec plusieurs acteurs là, du milieu. Donc, il y avait plein d'organismes en habitation, il y avait aussi des développeurs privés, puis il y avait nous, la ville de Sherbrooke, donc moi comme élue, puis il y avait aussi une directrice générale adjointe. Et aujourd'hui, je vous fais un peu le rapport, mes impressions et surtout les leçons qu'on peut tirer là, de la situation du logement à Vienne. Donc, donc, on le sait, Vienne, c'est souvent une ville qu'on prend en exemple, qui est un modèle en termes de logement social communautaire. C'est pas innocent au fait qu'il y a 600 000 logements et plus qui est habité par 60% de sa population. Et ce qu'on se demande, c'est quoi la recette, puis est-ce que nous, on peut l'appliquer au Québec? Donc, un petit contexte historique, donc, pour se donner l'espoir qu'on peut s'améliorer. Au début du 20e siècle, la situation en termes de logement était assez désastreuse. Il y avait beaucoup de taudis, il manquait d'installations sanitaires, du surpeuplement dans les logements. La classe ouvrière vivait dans des conditions de santé précaires. C'était aussi la fin de l'empire des Habsbourg, qui régnait quand même depuis le 13e siècle. Ce qui a permis, en fait, là, dans les années, en 1919, de porter au pouvoir un gouvernement, une coalition socio-démocrate, qui a décidé de moderniser la ville, donc avec une volonté politique qui ont pu complètement changer le visage de Vienne, qui s'est d'ailleurs fait appeler Vienne-la-Rouge. Donc, on est passé, c'est ça, dans les années 30, de 65 000 logements à 600 000 dans les années 2023. C'est sûr qu'il faut noter que Vienne, c'est à la fois une ville et une province, donc ça leur permet aussi de mettre en place des politiques nationales fortes. Mais ce qui leur a permis d'en arriver là, comment ils ont pu y arriver, entre autres, depuis 100 ans, il y a une taxe nationale sur le revenu de 1% qui est ensuite redistribuée aux villes et qui est dédiée pour le logement. Donc, moi, comme conseillère municipale, je me demande, une fois qu'il y a ça, quels sont les leviers, comment la ville a réussi à rajouter autant de logements dans le parc immobilier. C'est ce qu'on souhaite faire. On a de la misère, donc comment Vienne a réussi. Donc, la première des choses, la ville construit elle-même des logements, elle gère, elle développe, dans le fond, des logements municipaux et elle est propriétaire de la majorité des terrains. Donc ça, c'est une différence notable. On le sait ici au Québec, les villes, on n'est pas propriétaire de la majorité de nos terrains, bien au contraire. Et bien ça fait en sorte qu'il y a un grand contrôle sur le territoire, sur le développement urbain, comment va se développer leur ville. Ça permet aussi de freiner la spéculation. Et ils ont aussi des règlements de zonage stricts qui leur permettent de mettre des conditions, comment ça va se construire, de quelle façon. Donc, ça, c'est vraiment un autre outil important. Et ils ont ce qu'ils appellent les corporations à profitabilité limitée. Donc, en allemand, l'acronyme c'est GBV, je ne vais pas essayer de vous le dire en allemand. En anglais, c'est LPHA, puis c'est l'équivalent un petit peu là, des OBNL d'habitation. Et eux, ils détiennent 50% des logements, donc c'est des gros joueurs. Ils ont l'obligation de réinvestir les surplus, l'interdiction de profit pour les membres propriétaires, l'obligation de louer au prix coûtant, ça c'est quand même très important, et l'utilisation de leur équité pour construire de nouveaux logements. Donc ça, en fait, c'est ça qui a permis, en réinvestissant tout le temps pour mettre de nouveaux logements, de passer d'un modèle privé à un modèle social. Durant notre visite à Vienne, on est allé rencontrer un des gros joueurs, justement, Gesiba, puis il nous disait qu'il est un peu issu de la fusion de plusieurs coopératives d'habitation qui ont décidé de toutes se mettre ensemble. Je pense qu'il disait que c'était comme plus de 500 000 petites coops, finalement. Puis ça, ça leur permet justement de se créer une grosse équité qui leur permet de toujours réinvestir, comme je disais, pour les logements. Puis là, il y a ce partenariat fort-là qui se crée entre ces corporations-là et la ville les aide dans la construction de ces logements-là
par la vente de terrain à 10% du prix du marché, on s'entend que c'est intéressant, et par des subventions qui sont sous forme de prêts avec des taux d'intérêt très bas à 1%, ce qui permet, encore une fois, toujours à ces corporations-là de réinvestir dans le logement. Aussi, ce qui est intéressant, ce qu'il nous disait, le Yessiva, c'est qu'eux autres, ils se considèrent, tu sais, quand on parle, il faut plus de logements hors marché, eux autres, ils se considèrent dans le marché, mais tout en ne sacrifiant pas les valeurs de solidarité sociale, et par leur présence, parce qu'ils sont très, ils ont des reins solides, là, ils sont même plus que les développeurs privés parfois, ben, ils stabilisent le marché par leur présence, aussi par les coûts, ben, ça fait que ça met, pour tout l'ensemble du marché, ça baisse les coûts des loyers. Ça a un effet pour tout le monde et ça freine la spéculation également. Donc, un des gros apprentissages qui a été fait avec ça, cette visite-là, c'est qu'on se rend compte que le rapport de force était complètement inversé. Nous, ici, au Québec, là, si les villes, on veut faire des appels d'offres pour la construction, on le sait, les entreprises de construction, ils ont bien de la job. Puis, ben, si on a des projets, ben, à la limite, on est comme une surcharge pour eux. Ils trouvent que nos normes sont compliquées, tout ça, puis les coûts sont assez hauts. Mais eux, ce qu'ils nous disaient, c'est si la ville cessait de subventionner ou de construire, ces compagnies-là, ils mourraient. Donc, dans le fond, ils ont besoin, étant donné que c'est tellement des gros joueurs, que la ville, ces corporations-là construisent tellement, ben, c'est ça, ça fait en sorte que là, les coûts ne sont pas du tout les mêmes dans ce rapport de force-là qui est inversé. Donc, l'autre aspect, je l'ai dit, 60% de la population qui vit en logement social communautaire, c'est un autre élément clé de leur modèle. Dans le fond, ce qu'ils sont dit, c'est qu'on veut du logement pour tous. Donc, on ne veut pas du logement pour les pauvres, mais on veut du logement pour les non-riches. Donc, ça, c'est un élément central, selon moi, parce que ben, ça fait en sorte que ça déstigmatise le logement social. Ça fait en sorte que les gens ne se disent pas ben, les politiques servent juste pour les gens pauvres, c'est pour en fait la majorité des gens parce que 60% des gens peuvent y vivre. Puis comment ça fonctionne, c'est que les gens, une fois qu'ils sont entrés dans ces logements-là, ils peuvent y demeurer, là, ils ne vont pas se faire exclure. Donc, avec le temps, ben, ça fait que les gens peuvent, mettons qu'ils rentrent dans un logement en début de leur vie, d'adulte, avec un certain salaire, puis là, ben, ils montent de salaire, mais ça fait qu'il y a une mixité sociale qui se crée avec l'ascenseur social qu'on sait que ça peut créer dans une communauté, etc. Puis, à un moment donné, on se promenait dans un quartier, puis la guide, elle nous dit, il y avait 2 tours de logement. Elle dit, est-ce que vous pouvez faire la différence entre cette tour-là qui est subventionnée puis celle-là qui est privée? Puis non, effectivement, on n'était pas en mesure de le faire. Puis nous, au Québec, ben là, il faut se le dire, là, on est quand même souvent capable de savoir c'est quoi un bâtiment HLM comparativement à une tour à condo privé, par exemple. Donc, dans leur philosophie à eux, oui, la mixité sociale, mais aussi la mixité des usages. Dans le fond, ce qu'ils se disent, c'est qu'on veut offrir une qualité de vie, on veut que les gens aient accès à une proximité de plusieurs services. Et comment on a cette qualité de vie-là? Ben, c'est pas en laissant les gens 2 heures dans leur voiture pour se rendre à leur destination, mais c'est qu'il y ait tout à proximité avec des services. Dans leurs règles là, pour adjuger des terrains ou pour développer les projets immobiliers, il y a des concours architecturaux avec des balises là, il faut que ça soit innovant, durable. Donc ça fait en sorte que aussi les entreprises sont en compétition pour bâtir ces projets-là et ça nivelle vers le haut toute l'industrie avec des produits de qualité qui fait en sorte que justement leur bâtiment, c'est tout vraiment beau, vraiment magnifique. Puis c'est ça aussi leur philosophie, puis je trouvais ça beau. À un moment donné, ils ont utilisé l'expression « on a voulu construire des palais pour les travailleurs ». Donc c'est pas de réserver à une certaine élite, parce que ça c'est un des projets, là, on va pas super bien. C'était un énorme projet qui avait plus que 3000 logements là-dedans. Il y avait, c'est ça, sur les balcons, comme vous voyez, il y avait des arbres qui pouvaient pousser là-dessus. C'était magnifique. Puis cette densité-là leur permet, il y avait des piscines intérieures, piscines sur le toit, sauna, salle de yoga, salle communautaire. Au milieu de tout ça, un immense terrain de jeu, centre commercial au rez-de-chaussée. Dans le fond, c'est qu'ils se disent,
bon, oui, on veut les services de proximité, on veut que ça soit beau pour que tout le monde ait envie d'y habiter, puis justement que ça l'aide à l'acceptabilité sociale, qui est un des enjeux qu'on vit malheureusement ici au Québec, parce que nos logements subventionnés sont souvent pour les gens à plus faible revenu, puis on a des enjeux d'acceptabilité sociale qui font en sorte qu'on ne réussit pas toujours à faire les projets qu'on voudrait voir. Oui. Donc, dans cette vision-là, c'est de créer des milieux de vie. Donc, et par milieu de vie, c'est de se dire, on veut que ces endroits-là puissent être pour les familles parce qu'ils savent que c'est l'avenir. Ils savent qu'une ville adaptée pour les enfants, c'est une ville où il fait bon vivre pour tout le monde, qui est inclusive. Puis ça, on pouvait le voir dans plein de petits exemples. On est allé sur un quartier qui se développait. C'était une ancienne piste d'atterrissage, immense terrain. Puis tout n'était pas fini, tout n'était pas construit. Mais déjà, il y avait l'école, la garderie, la bibliothèque, le service de transport en commun. Pour eux, c'est sûr qu'en amont de chaque nouveau quartier qui développe, ces éléments-là sont présents. Alors que nous, quand on développe des quartiers, puis là, on est comme après, ah merde, il faudrait mettre une école, là, il y a des jeunes. Ah là, le transport en commun, il ne se rend pas. Mais eux autres, c'est dès la planification, en amont, ils prévoient ces éléments-là. Puis je pense que c'est un essentiel là, dans une bonne planification. Mais c'est un problème qu'on a ici. Puis même, quand on veut développer des projets structurants en mobilité durable ici au Québec, il faut prouver qu'il y a une demande avant de pouvoir l'avoir. Donc, on est complètement dans une autre logique. Donc, c'est ça, ce qui se dit, c'est que nous, les espaces publics, c'est nécessaire de les organiser, c'est nécessaire d'en faire des espaces communs intéressants pour la famille, parce qu'on sait que c'est une façon de créer un tissu social fort, une vie communautaire riche. Donc, c'est ça, il y a une visite qu'on a faite, c'était dans le concept de la ville 15 minutes. Puis je dois vous dire, j'étais quand même excitée de me dire, oh, je vais dans le concret d'une ville 15 minutes, je marche là-dedans. Puis c'était un des exemples pour dire que c'est toujours axé vers la famille. On est allé visiter une buanderie. En Europe, on sait qu'ils vont beaucoup plus que nous dans des buanderies. Fait que là, il y avait la partie buanderie, mais il y avait aussi une grosse baie vitrée. Puis de l'autre côté, c'était une grande salle de jeu pour les enfants. Donc, tu sais, c'est toujours pensé, adapté pour les familles. Puis dans ce quartier-là de Ville 15 minutes qu'on est allé voir, puis qui est immense et qui n'avait pas fini de développer, il y avait fait aussi un garage pour les voitures. À place de faire des garages pour chaque bâtiment, donc c'est aussi, ça sauve des coûts, parce que des garages souterrains, on sait que ça coûte très cher. Mais il disait, on sait que les gens vont finir par se départir de leur voiture parce qu'il y a tous les services à proximité, le transport en commun. Puis le garage a été construit en sachant qu'il allait devenir quelque chose d'autre, ça allait devenir avec une vocation communautaire. Là, je ne me souviens plus si c'était un gymnase, peu importe avec quoi, mais il savait, en le construisant, qu'il allait pouvoir être transformé en autre chose parce que les gens allaient se départir de leur voiture. Donc ça, c'est un élément aussi qui est super intéressant. De toute la conception est faite justement pour que ça ne soit pas du tout à l'auto, mais vraiment créer un milieu de vie intéressant pour tout le monde. Donc, dans les apprentissages aussi, je pense que ici, au Québec, mais même en Amérique du Nord, en Occident, l'espèce de le rêve là, de liberté, d'avoir une maison avec sa cour privée, sa piscine et quoi d'autre, je trouve que ce que ça me fait réfléchir quand on était là-bas, c'est qu'on ne calcule pas toujours, il y a le coût évidemment social, environnemental, il y a une perte de rapport du pouvoir d'achat parce qu'il disait aussi les gens ayant plus d'argent, en mettant moins dans le logement, ils investissent dans l'économie locale. Mais en fait, c'est au niveau de la qualité de vie où, au lieu d'avoir à travailler pour payer une hypothèque trop élevée, ils ont plus d'argent, donc ils peuvent travailler moins ou travailler moins longtemps. Puis ça, c'est une énorme... c'est comme un impact qu'on ne calcule pas, je pense, toujours quand il y a le choix de vouloir chacun sa petite maison privée individuelle. Donc, pour terminer, ça a été
un voyage vraiment intéressant. Je pense que pour se sortir de la crise du logement qui sévit actuellement, la crise de l'itinérance, il faut investir évidemment en logement. Il faut que les villes, on soit des développeurs, nous autres, puis qu'on soit en partenariat avec le milieu qui font du logement pour inverser le rapport de force, comme je disais, mais aussi pour pouvoir offrir les quartiers qui font du sens, des quartiers complets, des quartiers verts et les quartiers qu'on mérite. Donc, voilà.